Dieu dans nos familles, pilier de notre foi. Dieu dans ma famille, nous te prierons toujours d'une seule voix. Viens Seigneur, viens dans nos familles. Éduquons nos enfants dans sa loi. Même vieux, et suivront ses voies. Dirigeons nos maisons. Chers téléspectatrices et téléspectateurs, nous voici encore sur notre plateau Espace Famille. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous avons invité pour vous Monsieur Dapogan Marjolès, qui est psychologue et médiateur familial. Nous l'avons invité, qui va nous développer la thématique encore sur la famille, la connaissance de soi et de l'autre pour une bonne vie conjugale épanouie, une vie heureuse en famille. Alors, Monsieur Marjolès, bonsoir. Bonsoir, mon père. Alors, chères téléspectatrices et téléspectateurs, nous sommes heureux de recevoir Monsieur Marjolès. Alors, Monsieur Marjolès, Monsieur Dapogan, un couple pour vivre heureux. Quand on entre en relation, un homme avec une femme, ils ont besoin de se connaître. C'est ce que vous prétendez nous dire ce soir. Absolument. Alors, pourquoi est-il essentiel pour l'homme et la femme de se connaître d'abord aujourd'hui? Merci, mon père. Alors, aujourd'hui, la connaissance de soi et la connaissance de l'autre est une chose capitale. Parce que nos relations, donc relations interpersonnelles, et notre bien-être en dépendent. Parce que quand nous apprenons à nous connaître, nous arrivons à gérer au mieux nos émotions. Donc nous devenons maîtres de nos émotions. Et quand nous devenons maîtres de nos émotions, nous commençons par développer une belle capacité. C'est cette capacité de développer des relations saines avec les autres. Et quand nous commençons par développer des relations saines avec les autres, cette relation-là leur est bénéfique. Et le feedback que nous aussi, nous recevons en retour, nous est bénéfique. Et cela ne peut que nous procurer du bien. Quand nous commençons à apprendre à nous connaître, devant les situations et événements qui sont produits par les hommes, bien sûr, ça vient des hommes, grand H, hommes et femmes. Donc, devant ces situations et événements, nous commençons par percevoir la réalité qui se cache dans ces situations et événements. C'est-à-dire que nous ne filtrons plus ces situations et événements avec les émotions, parce que nous avons déjà appris à contrôler et à canaliser nos émotions. Et donc, nous pouvons analyser maintenant ces situations et événements avec la raison, de façon raisonnable. Et quand nous les analysons de façon raisonnable, alors là, nous prenons facilement les décisions et nous optons pour les bons choix, des choix qui nous sont bénéfiques. Et donc, la connaissance de soi là nous permet d'analyser l'impact que nous avons sur les autres et l'impact que les autres ont sur nous du point de vue relationnel. Ok, donc de façon réciproque. Oui. Alors, que signifie vraiment la connaissance de soi là? Je ne vais pas me jeter dans une définition théorique et j'irai de la manière la plus simple pour que nos téléspectateurs puissent nous comprendre aisément. Ouais. La connaissance de soi, c'est un voyage à l'intérieur de soi-même. C'est un voyage un peu complexe, mais comme on le dit souvent, un long voyage commence toujours par un premier pas. Et ce voyage, la distance de ce voyage est plus longue que la distance qu'il faut pour parcourir la terre entière. Je le dis ainsi pour vous dire que quand même bien l'homme est la créature la plus parfaite de Dieu, c'est la créature la plus complexe. Et donc, chercher à se connaître devient difficile. C'est pourquoi on dit la connaissance de soi, c'est un long voyage à l'intérieur de soi-même.
Et au fur et à mesure que nous nous mettons à faire cet exercice-là, nous développons une capacité aussi. Et c'est la capacité d'identifier nos émotions. Au cours de ce voyage-là, nous commençons par identifier nos émotions. Parce que ce voyage-là nous amène vers les horizons les plus sombres qui sont en nous. Et donc, nous commençons par identifier nos émotions, nos valeurs, nos motivations, nos goûts, ce qui nous fait mal, nos grandes peurs, etc. Ce que nous aimons. Ce que nous aimons, c'est pour ça que je parlais de goût. Donc, c'est une manière à nous de nous révéler à nous-mêmes pour ne plus chanceler devant les situations. Donc, la connaissance de soi, c'est un long voyage en soi-même pour aller s'explorer soi-même et ressortir tout ce qui nous fait chanceler devant les événements pour que désormais nous puissions être maîtres de ces éléments-là que je viens de citer. Est-ce qu'il y a des domaines de la vie qui bénéficient de cette approche-là? Quels sont les domaines de la vie bénéficiant de cette approche-là? La connaissance de soi est capitale pour tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Parce que c'est l'ensemble de ces domaines-là qui font épanouir la personne. Est-ce que c'est seulement quand on parle de couple ou de famille? Non, non. La connaissance de soi est capitale pour tous les domaines. Okay. Pour notre épanouissement, nous avons besoin de tous les domaines. Et c'est justement important pour tous ces domaines. Le domaine conjugal, donc les couples, comme vous venez de le dire. Le domaine fraternel, donc la famille, la relation que nous développons. La relation fraternelle. Voilà, avec les autres. Au niveau amical aussi. Maintenant, au niveau professionnel aussi. Donc, la relation que nous développons avec les collègues au boulot et même en politique aussi. Okay. Donc, c'est capital. Capital. Cela nous permet d'avoir des relations beaucoup plus épanouissantes avec les autres parce que nous avons appris à nous connaître et nous avons également appris à connaître les autres. Donc l'interaction devient beaucoup plus facile. Donc la connaissance de soi impacte tous ces domaines-là. Tous les domaines de la vie. Ça permet d'explorer tous les domaines. De la vie, oui, on en a besoin. Parce qu'à chaque pas, dans chaque domaine, nous aurons affaire à des hommes. Et donc il y a interaction. Et c'est le rendez-vous de comportement et de réaction. Pour interagir avec eux, je dois exprimer mes émotions à travers mes réactions, mon comportement, et eux aussi doivent en faire de même. Donc, on a besoin de se connaître dans tous les domaines. Ça impacte tous les domaines. Okay. Alors, Monsieur Dapogan, excusez, hein? Alors, par quels moyens, selon vous, peut-on apprendre à se connaître? Est-ce qu'il y a des moyens par lesquels il faut véritablement apprendre à se connaître? Oui. Puisque vous êtes grand psychologue, dites-nous. Oui, il y a beaucoup de moyens. Et généralement, nous nous arrêtons à 2 ou 3 moyens. C'est-à-dire, on apprend à réfléchir sur soi-même. Et ensuite, on apprend à s'observer et à s'écouter. Bon, ce n'est qu'un pas parmi beaucoup d'autres. Mais je pense que la connaissance de soi nécessite un certain nombre de choses. Et comme par exemple, aller vers un spécialiste pour vous accompagner. Parce que quand on parle par exemple de personnalité, parce que la connaissance de soi tourne autour de la personnalité, il y a plusieurs écoles. On va y venir maintenant. Oui, il y a plusieurs écoles. Et donc, pour se connaître, il faut aller vers des spécialistes qui proviennent de ces écoles-là. Moi, par exemple, pour se connaître, moi, je conseille aux gens le modèle que j'appelle le PCM, le process com, ou le process communication. Parce que je vois que c'est un modèle adapté à tous les domaines et très simple. Le process com. Le process com. C'est un modèle qui est mis en place par un docteur américain qu'on appelle Tybee Keller pour le compte de la NASA. Et c'est un modèle qui nous catégorise en 6 types de personnalités. 6 types de personnalités. 6 types de personnalités. Alors, pouvez-vous nous présenter ces types-là rapidement? Alors, le process communication, comme je viens de le dire, nous classe en 6 types de personnalités. Et nous avons les empathiques, qui sont sensibles,
qui sont compatissants, et parce qu'ils sont justement très sensibles à l'écoute des autres et à l'interaction. C'est des gens qui sont très chaleureux. Je vais y revenir, je vais citer les autres types de personnalités et je vais pouvoir les aborder. Oui. Nous avons les travaillomanes, et quand on dit travaillomane, vous entendez travailleurs. Donc c'est des gens qui sont rigoureux, très organisés, donc ils s'en tiennent à l'organisation et aux faits. Et ensuite, nous avons les rebelles, c'est des gens qui sont spontanés, réactifs, créatifs et qui aiment les interactions ludiques, l'amusement. Les jeux. Voilà. Et ensuite, nous avons les persévérants. C'est des personnes qui sont engagées et qui tiennent à des valeurs, leurs valeurs. Nous avons ceux qu'on appelle les promoteurs. C'est des gens qui aiment l'action. Ils sont orientés action et qui sont très pragmatiques. Et pour finir, nous avons ceux que j'apprécie beaucoup, qu'on appelle les stoïques, les rêveurs. C'est des gens qui sont dans l'imagination, qui ont besoin du temps pour eux et de l'espace pour eux. Alors, si vous le permettez, nous allons commencer par le premier type de personnalité. Les téléspectatrices et téléspectateurs en ont besoin. Alors, j'ai parlé des empathiques. Oui. Donc, c'est des gens qui sont très sensibles, chaleureux et compatissants. Et c'est des gens qui filtrent le monde avec le cœur, qui est le vase des émotions. Et quand il y a une situation, ces personnes-là vont dire directement « je sens que ». Elles ne vont jamais dire « je pense ». Donc, je sens. Donc, c'est des gens qui jugent et apprécient les gens suivant leurs émotions et qui apprécient les couleurs, qui font un mariage de couleurs doux. Et quand vous allez dans leur maison, si c'est un couple empathique, quand vous allez dans la maison, si c'est madame ou c'est monsieur qui est empathique, vous allez voir qu'il y a beaucoup de couleurs dans la chambre. Vous allez voir des couleurs, plusieurs couleurs au niveau des rideaux, vous allez voir des fleurs, vous allez voir des photos au mur qui rappellent chaque événement heureux ou des photos des grands-parents. Et c'est ces gens de personnes-là qui, en couple, vont dire « Bonne arrivée chérie, comment ça va? Et ta journée, ça a été? Qu'est-ce qui s'est bien passé ?» Pour quand même vous donner une certaine chaleur. Et vous allez constater que quand nous sommes en conflit, ces personnes-là sont gênées. C'est des personnes qui ne vont pas dormir la nuit. Donc, c'est des personnes qui ne supportent pas les conflits. Et sur le lit, la nuit, c'est ces personnes-là qui vont quitter leur place pour venir mettre la tête sur votre poitrine. Et quand vous parlez, c'est des gens qui sont toujours en train de vous toucher, qui aiment les compliments. Et c'est des gens qui aiment faire plaisir. Parce qu'ils ont reçu comme message d'enfance, faire plaisir aux autres. Aime les autres. Pour les rendre heureux. Pour les rendre heureux. Leur donner de la joie. Voilà. Et c'est des gens qui sont incapables de dire non. Parce que dire non, c'est comme si je n'aime pas. J'ai cessé d'aimer. Je repousse les autres. Et leur difficulté, c'est que quand vous prenez une personne sensible qui a 10 000 dans sa poche et qui doit tenir toute la semaine avec les 10 000, quand vous venez avec une situation douloureuse, qui a rapport avec un enfant, un accident et autres, rapidement la personne sensible s'oublie et peut-être que vous êtes venu avec une situation de 15 000. Et là, cette personne-là a 10 000 pour tenir la semaine et n'a plus d'autre issue. D'abord, elle vous remet automatiquement les 10 000 et vous promet de trouver les 15 000 avant la fin de la journée. Et après votre départ, cette personne va commencer par se plier en 4 pour pouvoir trouver les 5 000. Et quand ces personnes sont sous stress, c'est des gens qui vont se sentir rejetés, qui vont se sentir ne pas aimés. Et leur deuxième niveau de stress, c'est des gens qui vont commencer par étaler des caprices et qui vont commencer par se victimiser. Leur besoin essentiel, leur besoin psychologique essentiel, qui constitue leur point d'épanouissement, c'est être reconnu pour ma personne. Donc la considération de leur personne. Quand vous les saluez, c'est des gens qui ne vont pas supporter « salut », non, « comment ça va »
ça va bien. Quand et la journée, tu as bien bien commencé la journée, et les enfants, et ton mari. Et par rapport à la situation de la dernière fois, tu as pu trouver une solution. Bon, en cas de question, tu sais là où je suis, hein, appelle-moi à n'importe quel moment. Voilà, les personnes sensibles ou empathiques. Alors, deuxième type de personnalité, nous allons parler des travaillomanes. Et j'ai dit que c'est des gens qui sont rigoureux et qui s'en tiennent à l'organisation et aux faits. Contrairement aux sensibles, les personnes travaillomanes vont filtrer le monde avec leur tête au lieu du cœur. Donc, pas la pensée. Parce que c'est des gens qui analysent beaucoup les situations. Donc, quand il y a une situation, pendant que la personne sensible est en train de dire « je sens », le travaillomane va dire « je pense ». Et c'est une personne qui est coordonnée, qui fonctionne souvent en emploi de temps. Et quand vous venez dans sa maison, il y a une place pour chaque chose et chaque chose est à sa place. Quand vous entrez au salon, il y a le salon, les meubles, il y a la télévision et il y a un bureau dans un coin parce que c'est là-bas qu'il travaille. Parce que son besoin psychologique le plus important, c'est de le reconnaître pour le travail qu'il fait. Parce que c'est quelqu'un qui s'épanouit beaucoup dans son travail. Et à chaque fois qu'il y a une situation, le travailleur va filtrer la situation avec sa tête, avec sa raison. Et quand c'est une situation de 10 000 qui se pose, comme chez le sensible, lui, d'abord, les 10 000 qu'il a sur lui sont déjà calculés au centime près. Combien orienter dans tel domaine, combien orienter, combien utiliser tel jour pour que ça puisse me tenir dans une semaine. Alors là, quand vous allez venir avec votre situation, puisque lui, il a déjà tout calculé, tout programmé, mais il vous dira automatiquement non. Il vous dira non. Et lui, il exprime très peu ses émotions. Il n'est pas dans les « comment ça va ?» et « je sens que non ». Et quand vous êtes en couple avec le travailleur, il va vous traiter de la même manière. C'est-à-dire, quand vous voulez prendre des décisions ensemble, il va vous faire asseoir. Vous allez discuter, vous allez prendre des résolutions. Et lui, quand il va se retirer, il va peut-être tout mettre par écrit ou dans sa tête, il va tout hiérarchiser avec chronologie. Et vous allez devoir pratiquer cela, mettre en œuvre cela, point par point. Selon lui. Mais parce que c'est ce que vous avez arrêté. Oui. Et c'est vrai. Quand peut-être une situation viendra chambouler ce programme-là, la personne sensible étant compatissante va peut-être improviser d'une autre manière. Mais avec le travaillement, ça ne se passe pas comme ça. Vous revenez vers lui avec des arguments. Pour le convaincre. Pour le convaincre. Et les arguments doivent vraiment le convaincre pour qu'il puisse changer le programme. Même quand vous allez en vacances, quand une personne sensible et un travailleur vont en vacances, et lui, il ira en vacances suivant des programmes. Bon, nous, peut-être, on va en vacances en France, il va dire, on va voir la Tour Eiffel à telle heure, on ira voir à telle heure. Et arrivé à un moment, peut-être que la personne sensible va se dire, bon, et on n'avait pas fait le programme de voir tant, mais comme nous sommes là, mais c'est notre vacances, on va dire, non. Profitons. Non, on a fait un programme. Et quand le travailleur est sous stress, vous allez voir, il va commencer par accuser tout le monde. Et son deuxième niveau de stress, c'est quand vous ne respectez pas ce qui est dit, quand vous ne faites pas le travail ou bien vous ne fonctionnez pas suivant ce que vous avez décidé. Arrêté. Lui seul, il va commencer par tout faire, lui seul. Et à vous laisser de côté. Et vous laisser de côté. Mais on ne peut pas compter sur eux. Ils sont comme ça, il faut tout faire soi-même. Un autre type de personnalité, nous allons parler des rebelles. Les réactifs, ils sont spontanés. Donc, c'est des gens qui filtrent le monde avec leurs réactions. Ils jugent les personnes, catégorisent les personnes suivant leurs réactions. Et côté habillement, vous allez voir, c'est des gens qui vont s'habiller, mais qui vont tenir compte des petits détails. Des petits détails et qui sortent du commun pour être remarqués. Quand vous allez quelque part dans un milieu, c'est ces personnes qu'on remarque très vite. Parce que c'est des personnes qui ont des sauts de réaction. Et
c'est des personnes qui n'aiment pas les milieux trop conventionnels, des événements trop conventionnels où il faut marcher suivant telle règle, il faut être sérieux, nous sommes calmes, on ne doit pas parler n'importe comment, attention, nous sommes à un grand séminaire. Non. Quand c'est ça, ces personnes-là ne se retrouvent plus. De temps en temps, il doit y avoir des interactions ludiques, on doit pouvoir rire, faire des blagues, nous amuser. Et dans le couple, c'est parfois difficile d'être avec ces personnes-là parce que c'est vrai, ces personnes vont vous faire rire, ces personnes vont vous détendre dans le couple, ces personnes vont mieux vous stresser, moins vous stresser. Mais quand vous allez vouloir discuter des choses sérieuses, ces personnes vont tout balancer dans une atmosphère de blague. C'est difficile de discuter des choses sérieuses avec ces personnes. Et c'est des personnes qui cherchent à tisser avec vous une certaine complicité quand vous êtes dans le couple. C'est-à-dire, nous vivons quelque chose. Et c'est nous deux qui vivons cette chose-là. Et personne ne doit comprendre en profondeur ce que nous vivons. Voilà. Et vous allez voir que, je prends l'exemple de la dot. Quand c'est un homme, et on parle de la dot, on parle des procédures, la liste, et il y a beaucoup de discussions, on veut qu'on agisse. Il n'est plus là. Il peut laisser. Parce que quand vous allez, par exemple, dans le domaine politique ou professionnel, c'est des gens, quand ils ne sont pas d'accord avec vous, c'est la majorité des rebelles sont des syndicalistes. Ils deviennent facilement des syndicalistes. Ils ne font pas. Et il s'élève contre vous. Donc, quand tout va bien, il est avec vous dans le couple. Mais quand ça ne va plus, mais vous êtes ensemble, mais il n'est plus avec vous. Oui. Il n'est plus avec vous. Vous êtes sous le même toit. Mais il n'est plus avec vous. Il n'est plus avec vous. Et il est ami de tout le monde. Et vous allez voir, même quand vous cherchez à partager un petit moment en couple, un dimanche, vous allez à l'église, vous vous tenez la main, vous avez porté les mêmes choses. Et vous gardez sa main, mais quand il va avoir une, deux, trois amis, ou un, deux, trois amis, je viens. Et il va là-bas, il blague avec l'autre. Et c'est des gens, quand ils parlent avec vous, ils sont capables de vous serrer la main plusieurs fois, vous tenir, vous secouer, et voilà, des blagues. Ça, c'est les rebelles. Quand ils sont sous stress, ils vont commencer par râler. Ils vont commencer par se perdre. Et même quand c'est trop conventionnel, ils ont des éléments devant eux, les outils devant eux, peut-être sa clé devant lui, et ils commencent pas à chercher à gauche, à droite. C'est trop conventionnel, c'est trop strict, il n'est pas là. Il n'aime pas les règles. Non. Ah, telle chose est réglée, telle chose... Et il n'aime pas la hiérarchie, c'est pourquoi il a des difficultés à tisser de très bonnes relations avec la belle famille, qui veut imposer des choses quand c'est trop conventionnel, non. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter quand même. Oui, mais accepter que c'est un type de personnalité. Donc, c'est pourquoi on dit que chaque type de personnalité a ses points forts et ses points faibles. Okay, très bien. Un autre type de personnalité, oui, après les rebelles, c'est ceux qu'on appelle les persévérants. Les persévérants. C'est des gens qui sont engagés, consciencieux, observateurs. C'est des gens qui ont des valeurs issues de leur éducation. Très bien. C'est des gens qui, consciemment ou inconsciemment, veulent reproduire le schéma parental. Qu'ils ont reçu des parents. Oui. Et quand vous êtes en couple avec ces personnes et vous discutez des sujets qui sont en adéquation avec leurs valeurs, ils sont à fond avec vous à 200%. Mais quand ça ne sont parfaitement d'accord. Oui, quand ça n'épouse pas leurs valeurs, ça devient un problème. Et donc, c'est des gens d'opinion. C'est des gens qui filtrent le monde avec leur opinion, qui jugent les gens avec leur opinion. Et ils ont presque les mêmes besoins psychologiques que les travailleurs, être reconnus pour ce qu'ils font. Et vous allez voir que les personnes persévérantes vont instaurer des valeurs quand vous allez vous mettre ensemble, vont instaurer des choses et vous allez devoir marcher suivant ces choses-là. Et c'est des personnes qui ont un côté un peu plus traditionnel. Et par exemple,
quand il va vouloir s'habiller, il va s'habiller selon les règles. Ce que la norme demande. Selon les règles de l'art. Voilà. Et si vous me permettez, je vais retourner chez le sensible. Le sensible, par exemple, pour s'habiller, va faire un mariage de couleurs pour être doux, pour être apprécié de tout le monde. Le travaillman, lui, va être conventionnel, c'est-à-dire un costume le lundi, et le mardi, peut-être demi-saison, le mercredi, le samedi, il est en tenue de sport, jean, t-shirt, le dimanche, il est en bomba. Vous voyez, il est en tenue traditionnelle. Le rebelle, lui, va s'habiller pour faire rire les autres, pour se faire remarquer. Mais l'autre va s'habiller, le persévérant va s'habiller suivant les normes. Va s'habiller suivant les normes. Et si vous n'êtes pas d'accord avec lui, valorisez d'abord son opinion. Voilà. Expliquez si possible. J'ai compris que tu as dit ci, tu as dit ça. C'est bien. C'est bien. Mais je pense qu'on peut aussi faire... Oui. Mais quand vous voulez combattre ses opinions, vous allez voir qu'il va commencer par vous critiquer d'abord. Ça va commencer ainsi. C'est son premier niveau de stress. Il va commencer par critiquer. Deuxième niveau de stress, il part en croisade. Et si vous le permettez, comme nous sommes sur la chaîne de notre famille, je vais donner l'exemple de quelqu'un. Le pape Jean-Paul II. Vous allez voir, il va dire, pour régler les conflits conjugaux, après le mariage, école de mariage pour tout le monde. École de mariage pour tout le monde. C'est lui qui a instauré l'école de mariage. École de mariage pour tout le monde. Vous voyez? Et il le faut. Vous devez le faire avant de vous marier. Et vous allez voir, dans notre diocèse, ça s'impose. Vous devez prendre par là. Ça s'impose. Et il y a la petite histoire où ils ont pris le petit déjeuner le matin avec les cardinaux. Et après, ils sont allés travailler. Ils ont travaillé, ils ont eu de très longues séances. Ils n'ont pas pu déjeuner. Ils sont revenus le soir, tout fatigués. Tout fatigués, affamés. Et les uns et les autres ont commencé par lever leur soutane pour se doucher, pour venir manger. Et vous savez, le pape Jean-Paul II doit faire son chapelet au quotidien. Tout fatigué, il revient et c'est maintenant qu'il commence par dire son chapelet. Pire encore, le rosaire. Et vous savez, il tient tellement au rosaire qu'il a même ajouté un mystère. Et donc, c'est lui qui va dire, c'est vrai, on dit que dans l'église, nous avons, chacun peut aller vers, ou bien chacun peut se mettre en communion avec le Christ à ça. Mais il y a des gens qui seront choristes, qui vont chanter pour pouvoir louer le Seigneur. Et nous irons dans différents mouvements pour pouvoir nous rapprocher de Dieu. Oui, il y a des gens qui vont... Il ne faut pas des chrétiens de dimanche. Oui, il y a des gens qui seront dans 1000 Ave, il y a des gens qui seront dans un groupe de rosaires, et chacun, il y a les lecteurs. Mais le pape Jean-Paul II va dire, d'accord, je suis d'accord, mais le chapelet, si tu es chrétien, le rosaire, ça c'est obligatoire. Donc il a fini, il était en train de faire son chapelet, mais les cardinaux ont dit, mais est-ce que nous allons pouvoir nous en sortir? Bon, toi, va chez lui et explique-lui la situation. Dis-lui. Il est allé vers le pape. Mais Padre, mais le Seigneur même sait que c'est son travail que nous sommes en train de faire. Il dit, il le regarde et il continue. Et l'autre fait 2 pas en arrière. Ils sont allés se doucher, ils sont revenus. Et puisque le pape est toujours en train de faire son chapelet, bon, ils ont pris également leur chapelet, ils ont commencé par prier, il a regardé derrière et il a souri. Donc, c'est des personnes qui ont des valeurs. Quelle que soit la situation qui s'est passée dans la journée, cette valeur-là doit être respectée. On doit mettre ça en œuvre. Voilà, les personnes engagées. Ensuite, nous avons les rêveurs, les stoïques. C'est des gens qui sont dans l'imagination et c'est des gens qui ont besoin de l'espace et de la tranquillité. Donc, c'est des gens qui aiment la solitude. C'est des gens qui ne parlent pas beaucoup, qui filtrent le monde de par l'imagination. C'est eux qu'on peut désigner par la timide, on peut la comprendre par la timidité. Bon, ce n'est pas la timidité parce que
arrivé à un moment de notre vie, ou bien suivant des événements, nous pouvons être timides, mais eux, ils aiment naturellement la solitude. Ok. Et c'est des gens, quand il y a une situation, par exemple, c'est des gens qui vont imaginer une image, une deuxième image, qui va se transformer en un scénario, et qui va se transformer en une histoire. Et il s'imagine en train d'imaginer tout cela, et cela produit en lui quelque chose. Quelque chose. Donc c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui a un monde intérieur très riche, mais à l'extérieur, ce n'est que désert. Donc c'est une personne très réfléchie, qui parle très peu. Mais à l'intérieur, il a beaucoup de choses. C'est très riche. Et vous allez voir, les grands scientifiques de ce monde sont des rêveurs, des stoïques. Rêveurs, ils sont capables, dans la pensée, de prendre quelque chose à l'ouest, à gauche, et quelque chose au nord, à droite, concorder pour que ça puisse devenir une grande chose. Et quand vous allez auprès de ces personnes, il ne faut pas parler beaucoup. Parce que tout de suite, vous allez commencer par entendre... C'est que c'est trop. C'est trop déjà. Et donc... Il vous a assez supporté. Il faut être direct. Exemple, dans le couple, bon, au lieu de dire, la personne sensible va dire, bon, tu sais, nous avons déménagé. C'est vrai que, suivant notre budget, on avait mis les enfants à l'école, à telle école là-bas, et c'était bien. Maintenant, là, que nous avons déménagé, les écoles qui sont dans la zone sont chères. Bon, c'est vrai, mais qu'est-ce que nous allons, comment nous allons pouvoir faire? Traverser la route et aller là-bas, ça peut amener des conséquences et autres. Donc, je propose à ce qu'on les mette ici. Nous allons pouvoir redimensionner notre budget et moi-même, je vais pouvoir participer puisque je vais commencer une activité maintenant. Nous avons déménagé, il faut qu'on change d'école aux enfants pour leur bien-être. Et j'ai pensé à ça et je voudrais que tu imagines comment on peut le faire. Moi, j'ai pensé à contribuer à un budget parce que je vais commencer une activité maintenant. Point. On n'a pas besoin de trop discourir. De trop discourir. Il veut que tu ailles au but. Voilà. Et vous allez voir, il va se mettre à imaginer cela. C'est quelqu'un qui aime la routine. Faire la même chose plusieurs fois, de la même manière, ça ne le gêne pas. En fait, c'est à l'intérieur que cette personne est riche. Pour s'habiller, vous allez voir que il ne va pas s'habiller pour l'esthétique, comme le sensible. Il ne va pas être conventionnel comme l'autre. Mais lui, il va s'habiller pour son confort, pour se sentir bien. Et si c'est une femme, vous n'allez jamais voir de coiffure extravagante, juste ce qu'il faut pour être présentable. Et être à l'aise. Oui, et ces personnes-là, quand vous allez vers elles pour poser une préoccupation, généralement, c'est des personnes qui vous donnent les plus belles solutions. Mais on les condamne beaucoup, on dit non, ils sont trop froids, ils sont trop... Parce que c'est même quelqu'un qui ne va pas, qui n'exprime pas ses émotions. Et c'est une personne qui s'envoie un message, qui se dit, tu n'as pas besoin des autres, tu n'as pas besoin de l'aide des autres, tu n'as pas besoin de présenter tes émotions. Tu vas paraître faible. Et quand ces personnes-là sont sous stress, quand ça ne va pas, c'est des personnes qui vont se recroqueviller. C'est des personnes qui vont se ranger. Sur elles-mêmes. Et deuxième niveau de stress, quand ça ne va pas du tout, ils deviennent transparents. Ils ne sont plus là, vous ne les voyez plus. Et même au boulot, c'est des gens qui vont venir trop tôt pour profiter d'un peu de calme avant de démarrer la journée. Des gens qui vont rentrer très tard pour profiter du calme pour aller. Pour rentrer à leur toit. Et en Europe, vous allez voir ces personnes-là, quand elles rentrent chez eux, c'est des gens qui vont faire semblant d'aller aux toilettes, tout juste pour profiter un peu de calme. Et quand vous allez frapper, ils vont tirer la chasse pour montrer qu'ils étaient aux toilettes. Ou c'est des gens, ils reviennent du boulot tout de suite et ils vont dire qu'ils vont promener le chien, tout juste pour profiter d'un peu de calme. Ils n'aiment pas les bonnes arrivées et la journée, ça va, raconte-moi ta journée. Non. Et le dernier type de personnalité, c'est ce qu'on appelle les promoteurs. Les promoteurs. Certains les appellent les locomotives ou les lions. C'est des gens qui sont orientés action. C'est des gens
qui aiment voir leur cœur battre à 100 à l'heure. C'est des challengers, c'est des gens qui se donnent des défis, qui voient le monde comme un défi. Et c'est des gens qui veulent qu'on remarque leur réussite. Ce n'est pas qu'ils veulent montrer quelque chose à quelqu'un, mais c'est des gens qui veulent dire « Regarde, j'ai réussi ». Quand vous allez dans leur remarquez-moi. Quand vous allez dans leur maison ou bureau, et au lieu de voir des photos et autres, vous allez voir des photos, mais des photos dans lesquelles ils sont en train de serrer peut-être la main aux grands hommes, où vous allez voir des trophées qui symbolisent leur réussite. Et pendant que la personne sensible est en train de prendre peut-être une voiture van pour pouvoir emballer toute la famille, pour que tout le monde se sente heureux ensemble, le promoteur va prendre une voiture de sport. Et il va garer cette voiture-là à un endroit où, quand vous allez descendre de l'immeuble, chacun peut se remarquer, il va porter des montres de valeur, des lunettes de valeur. Et dans le couple, vous allez prendre des décisions. Mais pour les appliquer, si c'est lui qui va en mission, si c'est lui qui est chargé d'appliquer ces décisions et que les choses ne tournent pas comme vous l'avez prévu ici, n'attendez pas qu'il revienne vous faire le point pour que vous puissiez prendre ensemble une autre décision. Ah bon? Surtout quand l'événement le fouette, quand l'événement devient un défi là-bas. Oui, à relever. Mais lui, il fait comme il veut, selon sa vision. Le promoteur, ça. Oui. Et c'est quelqu'un qui aime les risques. Alors que d'autres n'aiment pas les risques. Je me rappelle, j'ai reçu un couple et pendant que la dame est en train de dire au monsieur, non, tu ne peux pas faire ça. Et imagine, et si tu le fais, est-ce que tu penses à nous, hein, à tes enfants, à moi? Et après, je discute avec le monsieur, mais son choix était déjà tout fait. Hein. Et c'est quelqu'un qui dit, mais je dois me sentir vivant, il faut relever les défis. La vie, c'est un combat. Et c'est des gens qui vont dire, on ne fait pas les emblèmes sans casser les œufs, qui ne risquent rien à rien. Donc, pour les avoir, il faut tout prendre, il faut les présenter, toutes les situations, comme un défi. Et c'est difficile de rester en couple avec eux, parce que c'est des gens qui vous font savoir qu'ils sont avec vous. Mais en réalité, quand les décisions viennent, c'est des gens qui relèvent les décisions comme des défis et qui règlent les problèmes même sans vous consulter. Sans vous consulter. Et quand il est stressé, au premier degré de stress, vous allez voir le promoteur, il va tout laisser. Il ne va plus rien faire. Il se dit en lui, bon, comme tu ne veux pas que les choses se passent comme moi je veux, débrouille-toi. Deuxième degré de stress, le promoteur va commencer par vous manipuler pour vous amener à faire exactement ce qu'il veut. Et si c'est un cadre familial élargi à la grande famille, il va peut-être commencer par monter les uns contre les autres pour pouvoir, il va faire du chantage un peu. Pour pouvoir parvenir à ces résultats. Parce que lui voit tout comme un défi qu'il faut relever. C'est un objectif qu'il faut atteindre. Les promoteurs. Il va présenter les choses comme si c'est vous qui avez nécessairement tort. Oui. C'est vous qui ne voulez pas que telle chose se réalise. Le plus important, c'est d'atteindre son but. À lui. Donc voilà les 6 types de personnalités et on ne peut pas comparer les types de personnalités pour dire ce type est beaucoup mieux que non. Chaque type de personnalité a ses points forts et ses points faibles. Alors, M. Dapogan, vous venez d'explorer les 6 types de personnalités. 6 types de personnalités. Oui. Maintenant. Alors, comment on peut identifier son type de personnalité à soi-même? Alors, pour identifier son type de personnalité... Parmi ces 6-là, comment quelqu'un peut arriver à identifier son type de personnalité à lui pour pouvoir
essaye de vivre, d'aller avec l'autre ou de comprendre l'autre. D'accord, merci mon père. C'est un Parce travail. qu'il faut se connaître soi-même d'abord, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Hein? Quand tu cherches à explorer l'autre, il faut que tu découvres qui est-ce que toi-même tu es, pour savoir si tu vas répondre vraiment à la relation là en tenant compte de ce que tu sais de l'autre, n'est-ce pas? Oui. Ok. Il faut que le travail se fasse d'abord à ton niveau. Et pour se connaître, pour connaître son type de personnalité, on peut déjà commencer par un petit travail à son niveau. Bon, commencer par s'écouter, comme je l'ai dit au prime abord, s'observer, mais aussi faire attention à son comportement et à ses réactions émotionnelles. Son comportement sous stress. Devant certaines situations, comment est-ce que je réagis? Comment est-ce que je filtre les choses? Comment est-ce que je vois les choses? Comment est-ce que je perçois les choses? Okay. Maintenant, pour être beaucoup plus simple, il faut peut-être aller voir un spécialiste et discuter avec lui pour connaître son type de personnalité. Allez voir un spécialiste parce que ça devient beaucoup plus complexe au niveau des types de personnalités quand on parle de base et de phase, qui sont deux types de personnalités de base et de phase. C'est-à-dire qu'en déroulant les 6 types de personnalités, beaucoup de personnes se sont mirées certainement dans ce que je dis et ils ont retrouvé plusieurs traits des types de personnalités en leur personne. C'est normal. Nous avons en nous tous ces types de personnalités, mais nous nous réfugions dans une base. Okay. Et c'est cette base-là qu'il faut chercher à connaître. Et qui fait notre personnalité. Qui fait notre personnalité. Maintenant, nous développons des phases compte tenu de certaines situations de la vie. Très bien. Et on peut se réfugier dans une phase de 1 mois ou de quelques mois à toute la vie. Donc ça veut dire que ma base et ma phase sont confondues. Mais parfois, on peut aller dans une phase et revenir encore s'épanouir dans sa base. Exemple, vous allez voir un jeune homme peut-être qui est tombé follement amoureux d'une fille et qui est sensible, émotionnel, qui fait tout pour rendre la jeune fille heureuse. Arrivé à un moment, peut-être que c'est un jeune homme au chômage et il a peut-être perdu cette jeune fille-là à cause du chantage parental venant du côté de la fille, bien sûr. Et bon, bienvenue la déception. Vous allez voir, quand enfin ce jeune-là va trouver un travail, il va plus s'épanouir, plus consacrer du temps au travail qu'à une relation émotionnelle ou une vie émotionnelle. Il va se donner à fond dans son travail. Et là, il devient travaillomane, enfin de phase. Il développe la phase travaillomane. Il peut revenir ou rester définitivement là-bas. Ah bon, ça veut dire qu'il a changé de personnalité s'il reste définitivement là-bas? Non, c'est une phase. Parce qu'en lui sommeille toujours la sensibilité, la personne empathique qu'il est. Ou je suis resté peut-être dans une atmosphère, ou bien me voilà maintenant dans un lieu où je suis entouré des personnes qui me confondent toujours avec la personne sombre, c'est toujours moi. Arrivé à un moment, même si je suis rebelle et je parle beaucoup, je suis ouvert, je suis spontané, je vais commencer par me renfermer. Puisque c'est toujours moi le problème, mieux vaut m'effacer. Je vais apprendre à me taire. Je vais apprendre à être transparent. Là, je suis en train d'aller vers la phase de la personne stoïque. Parce que désormais, je vais tout vivre à l'intérieur, tout imaginer à l'intérieur, m'épanouir à l'intérieur. Ok, M. Dapogan. Merci. On a encore une dizaine de minutes là. Alors, les spectateurs, les téléspectatrices et téléspectateurs veulent découvrir davantage. Alors, comment cette compréhension de la connaissance de soi là, peut-elle transformer nos relations homme-femme, c'est-à-dire en vue de la conjugalité? Comment est-ce que ça peut aider à transformer les relations? Ça peut beaucoup aider parce que désormais j'ai appris à me connaître et je connais les autres. Alors, je vais chercher ce qu'on appelle l'enrichissement. Je vais chercher à chercher ce qu'on appelle l'enrichissement.
Et l'enrichissement, c'est que je connais ma manière de me comporter, de communiquer. Je connais la manière de l'autre de communiquer et de se comporter. Mais je dois aussi comprendre, comme je suis sensible et que je vois que l'autre est peut-être persévérant, que nous n'avons pas les mêmes types de communication. Donc le langage est différent. Donc si je dois collaborer avec l'autre, je dois pouvoir lui parler son langage. Le langage qu'il aime. Le langage qu'il aime. Et pas nécessairement le langage que moi je veux. Sinon ça fausse un peu. C'est là qu'il y a tout le problème. C'est-à-dire que suivant ma personnalité, mon langage, je veux que les autres soient ainsi, ou je ne fais pas attention et je leur parle mon langage. Je suis peut-être une personne empathique et je veux toujours communiquer avec un langage émotionnel. Et vous allez voir, parfois vous communiquez avec ce langage-là émotionnel et l'autre qui est peut-être une personne persévérante ou bien travaillante va vous dire « Non, attends, ici nous ne sommes pas dans les émotions. » Et vous allez recevoir un coup. Un coup, oui, oui. Il y en a qui réagissent vraiment comme ça. Et ils vous le disent flash. Ils vous le disent flash. Alors que vous, vous avez filtré la situation avec les émotions et vous voyez qu'il faut le faire ainsi, vous dites. Et la personne, travaillement, surtout que c'est des personnes coordonnées, elle attend, vous finissez, elle dit « Vraiment, je suis désolé, mais ici, nous ne sommes pas dans les émotions. » Il va vouloir recadrer les choses. Alors que si vous êtes sensible, vous voyez que c'est un travaillement, vous adoptez un langage peut-être cartésien avec lui. Un langage beaucoup plus raisonnable qui l'amène beaucoup plus à réfléchir et à mieux organiser les choses. Et vous allez voir, il sera avec vous. Donc, nous apprenons à nous connaître pour trouver cet enrichissement, pour pouvoir donc, un temps soit peu, développer un peu les capacités de l'autre, pour pouvoir collaborer avec l'autre, pour que les relations soient beaucoup plus épanouissantes. Je ne parle plus désormais mon langage, mais quand je veux parler avec cette personne, je parle son langage. Et donc, si nous pouvons faire ce travail-là et qu'arriver à un moment, le travaillement peut se détacher un peu de sa raison pour communiquer un peu d'émotion, il va pouvoir collaborer avec la personne sensible. Si la personne sensible peut quitter un peu les émotions pour reconnaître que l'autre a des valeurs éducatives qu'il faut prendre en compte, alors cette personne empathique va pouvoir collaborer avec le persévérant. Mais monsieur Dapogan, est-ce qu'il est possible de reconnaître facilement et rapidement le type de personnalité de l'autre pour lui parler son langage? Comment est-ce que ça? Oui, c'est possible. On peut le faire. On peut le faire en faisant beaucoup attention, en écoutant son instinct. Et vous voyez, par exemple, nous sommes en train de suivre une émission et on a parlé des différents types de personnalités. Donc, j'ai pris connaissance des types de personnalités. Je peux commencer par filtrer mon entourage à travers tout ce qu'on a dit. Vous voyez, je peux commencer par filtrer mon entourage, reconnaître que, attention, celui-là, il doit être un travailleur. Et puisque j'ai mis comme hypothèse, bon, il peut être un travailleur, je peux l'observer sous cet angle-là et voir s'il réunit, d'accord, les éléments qui font un travailleur, etc. Là, il faut du temps, donc. Hein. Il faut assez de temps. Il faut assez de temps. Bon, je comprends pourquoi les spécialistes de l'école de mariage demandent au couple, c'est-à-dire aux jeunes, conseillent aux jeunes vraiment qu'il faut du temps. Oui, je me rappelle quand, à mes débuts à l'école du mariage, quand j'ai commencé à intervenir à l'école du mariage, avant de discuter des thèmes, de la thématique de la connaissance de soi, et j'avais commencé par donner comme thématique le choix du conjoint. Le choix du conjoint. Parce qu'il faut du temps pour nous connaître. Il faut du temps pour savoir comment l'autre fonctionne. Parce que la difficulté au niveau des relations interpersonnelles, c'est que nous ne fonctionnons pas de la même manière. Nous sommes tous différents. Nous n'avons pas reçu les mêmes éducations, nous n'avons pas les mêmes tempéraments, nous n'avons pas les mêmes cultures, nous n'avons pas reçu les mêmes valeurs, nous n'avons pas connu les mêmes blessures d'enfance.
Ce qui nous amène à ne pas percevoir les choses de la même manière, à ne pas avoir les mêmes visions, à ne pas dégager les mêmes émotions et à ne pas avoir le même comportement. Donc, c'est en cheminant, en allant doucement, que nous nous observons, que j'apprends à me filtrer à travers les comportements de l'autre pour voir, mais qu'est-ce qu'il fait, ça me fait mal. Parce que je me filtre à travers son comportement, l'autre aussi fait l'exercice là. Et quand nous allons pouvoir toucher les points d'ombre, arrivé à un moment, nous allons commencer par dégager certaines valeurs pour pouvoir aller de l'avant. Et peut-être l'acceptation inconditionnelle, l'empathie, le fait de se mettre à la place de l'autre pour ressentir ce que l'autre ressent sans être l'autre, et l'esprit d'équipe. Donc il faut du temps. C'est un cheminement. C'est pourquoi on parle de cheminement. Et même si vous faites ce cheminement-là, vous n'allez jamais finir d'apprendre à vous connaître. C'est pourquoi on parle d'enrichissement. Si le travailleur peut faire l'effort de développer un peu d'émotion pour se rapprocher du sensible, si le sensible peut quitter un tant soit peu ses émotions pour comprendre que l'autre, en réalité, il a reçu une éducation qui met en valeur certaines valeurs. Si le promoteur peut arriver à comprendre que, attention, la personne sensible a besoin beaucoup plus de sécurité, que je sois là. Donc, je ne peux pas être toujours en action, chercher de l'adrénaline, et je dois pouvoir être là pour que cette personne-là puisse se sentir en sécurité. Merci. Vous voyez, si le rebelle peut comprendre que, mais attention, la personne empathique, je ne peux pas blaguer à tout moment parce que cette situation-là lui est importante. Non, attention. Pour le travailleur, lui, il a besoin de coordonner, de classer les choses, de retenir quelque chose. Donc, je dois pouvoir rester équilibré, assis pour le devoir de s'asseoir. Dont on parle à l'école de mariage, parce que la personne réactive, quand vous allez vous mettre à parler, il va dire oui, je sais déjà de quoi tu parles, t'inquiète pas, on va régler. Et puis, il est parti. Alors, monsieur Daponga, vous êtes abondant là. Alors, mais le temps qui nous est imparti s'épuise. Alors, nous sommes heureux de vous recevoir. Alors, quel message souhaitez-vous que nos téléspectatrices et téléspectateurs retiennent de cette émission? Merci beaucoup, mon père. Ce que je peux dire à nos téléspectateurs, c'est d'apprendre à se connaître. Ce n'est pas facile, mais il faut prendre la décision. Et vous allez voir que le monde sera moins difficile pour vous, la vie sera moins difficile pour vous, parce que devant certaines situations et événements, vous serez beaucoup plus authentique et consciencieux. Et vous allez pouvoir développer des relations interpersonnelles beaucoup plus bénéfiques, beaucoup plus harmonieuses avec les autres. Parce que devant certaines situations, quand nous ne nous connaissons pas, nous développons des comportements et quand nous nous retrouvons seuls, nous avons honte de nous-mêmes et nous nous posons des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai pu faire ça? Et en la présence de ces gens désormais, nous sommes gênés. Donc apprendre à se connaître, je pense que c'est un biais vital pour pouvoir s'épanouir réellement dans cette vie et pouvoir aussi aider les autres à s'épanouir à travers nous-mêmes. Cette connaissance-là va permettre au couple d'aller de l'avant, de pouvoir pratiquer ce que j'appelle l'esprit d'équipe, l'acceptation inconditionnelle et l'empathie. Vraiment, merci beaucoup. Nous avons reçu de vous apprendre à se connaître pour une bonne vie conjugale, heureuse et épanouie. Alors, merci pour le message de ce soir et nous aurons encore d'autres occasions de vous inviter sur notre plateau. Dieu dans nos familles, pilier de notre foi. Dieu dans ma famille, nous te prierons toujours d'une seule voix. Viens Seigneur, viens dans nos familles, éduquons nos enfants dans sa loi. Mais